Voilà, l'enregistrement est lancé, donc je vous propose de commencer cette soirée. Bienvenue à tous. Vanessa, à vous la parole. Merci, bienvenue à tous. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour votre participation active et nombreuse la semaine dernière sur le premier temps et donc la première semaine de cette période de parcours apprenant. On poursuit cette semaine avec évidemment, comme on s'y était engagé, en tout cas, à, comment je ne trouve plus mes mots, en tout cas, à voir quels sont les différents niveaux d'action. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement, évidemment, aux actions individuelles, aux gestes individuels pour, évidemment, réduire les déchets. On aura l'occasion la semaine prochaine d'échanger donc autour de pratiques qui seront là plutôt collectives, pour la part des collectivités, des associations, des entreprises également. Puis la dernière semaine, eh bien, on évoquera un champ un peu plus large encore, celui de l'économie circulaire. Tel qu'on s'y était engagé, et parce que déjà la semaine dernière, c'était dans les échanges que de monter de niveau et d'aller vers une approche bien, un peu plus systémique. Et on aura évidemment dans la deuxième période après les vacances d'hiver, dans la phase des propositions, sans doute à explorer et à mettre en commun les différents éléments que nous allons traiter et aujourd'hui et sur les 2 semaines qui nous restent à faire ensemble. Donc 2 temps, un premier temps ce soir et puis le deuxième groupe, en tout cas un deuxième groupe devrait se réunir demain matin sur le même sujet. Voilà, donc encore cette semaine, je n'ai pas vocation à parler beaucoup dans cette heure qui s'annonce devant nous. L'objectif est bien que vous puissiez en tout cas échanger et que ce soit vous qui soyez évidemment acteurs de ce temps d'échange. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à Hélène ou à Thibaut et puis à vous tous et on se retrouvera plutôt à la fin. Mais j'écoute évidemment avec attention toutes vos interventions. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Vanessa. Donc c'est parti pour la deuxième séance de ce MOOC déchets. Nous démarrons par l'exploitation des questionnaires que voilà, une partie d'entre vous a bien rempli. 43 personnes se sont prêtées au jeu. Parmi elles, donc on avait exploré un petit peu les pratiques et les conditions de vie. Donc 23% des participants vivent en appartement, 77% en maison. J'ai reposé le profil de la métropole qui est un petit peu différent. On est plutôt avec une population moitié en appartement, moitié en habitat individuel. C'est un sujet qui peut être important à avoir en tête parce que les actions qu'on peut mener dans son quotidien seront peut-être réalisées différemment selon son lieu de vie. Les questions qu'on vous a posées sur les déchets que vous produisez au sein de votre domicile avaient comme objectif de vous faire prendre conscience de la diversité des déchets que vous traitez, que vous produisez, et du coup, peut-être des leviers d'action spécifiques à chaque famille de déchets. Mais du coup, l'objectif de cette semaine, c'est effectivement d'explorer ça un peu plus précisément. En termes d'estimation de votre production de déchets, vous êtes tous hyper peu producteurs des déchets selon vos estimations. Donc, ça pose la question aussi de notre capacité à passer de l'estimation à la vraie connaissance. 30% d'entre vous qui disent produire moins de 100 kg de déchets par an et par personne, c'est une très belle performance. Comment objectiver ça? La meilleure des méthodes, c'est effectivement de peser ces déchets plusieurs fois dans l'année, sur des périodes un peu de référence, et d'être en capacité de transformer ça en un ratio à l'échelle de sa famille. En tout cas, c'est des observations intéressantes à faire. On a produit des méthodologies qui peuvent tout à fait être utilisées à l'échelle d'une famille.
je ne vais pas plus loin sur ce volet-là. Nous vous avons interrogé sur les pratiques de bonne gestion ou de réduction des déchets déjà en place chez vous, dans vos familles. Je les ai regroupés du coup en 4 grands thèmes. 2 qui sont vraiment consacrés à la réduction des déchets et qui laissent entrevoir en fait que vous avez déjà identifié plein d'actions, de gestes pratiques effectivement efficaces pour faire migrer la poubelle. Des actions autour de recyclage et la notion des actions collectives. Sur les achats, évidemment, la question qui peut se poser d'abord, c'est où je vais faire mes courses et quel type de produit je vais choisir. Il y a un certain nombre de critères qui apparaissent en notion, sont liés à la question de l'emballage ou du suremballage. La question du plastique a été posée, la question des produits qui seraient durables, au contraire des produits jetables, et le fait de pouvoir apporter son recyclement sont des gestes identifiés par les personnes ayant répondu au questionnaire. Dans le domaine de la maison, la notion de la cuisine faite maison, de saison, anti-gaspi, est identifiée comme un lieu important. Alors, la cuisine est un lieu stratégique. Le jardin avec le compostage individuel en pied d'immeuble ou les poules sont identifiés comme un levier. La question de la fabrication et reprendre la main du coup sur les produits qu'on utilise pour et son hygiène et l'entretien de la maison. Le stop-tube revient souvent. La question de la réparation et après de toutes les pratiques qui permettent de prolonger la vie des objets, peut-être en évitant l'achat ou en tout cas en privilégiant l'achat d'occasion. Voilà dans les grandes lignes. Côté recyclage, la question de l'usage de la déchetterie a bien été posée. Et puis, le fait d'utiliser les points de collecte qui existent parfois dans les magasins, donc la question des poules et des ampoules et des piles a été évoquée. Les actions collectives, donc les marches pour nettoyer effectivement les bords de Loire, on avait évoqué la semaine dernière, on été évoqué. Le fait de pouvoir aussi participer à des défis et puis d'impliquer sa famille. Sur la question de où en êtes-vous sur le chemin de la réduction des déchets, vous avez vu, j'ai trouvé une belle image des bords de Loire, la bicyclette. 4% d'entre vous, un petit nombre, parmi les gens qui ont répondu, encore une fois, on n'est pas sur un échantillon représentatif de la population, on est sur une prise de température qui est à prendre avec modestie. 4% d'entre vous se déclarent pas encore tout à fait partie, mais tous les autres sont déjà en chemin, avec différents niveaux d'engagement, des gens qui ont déjà testé de nouvelles habitudes, qui sont dans une démarche un peu de recherche, pour trouver les bons leviers, 40% qui seraient déjà convaincus et prêts à surtout ne pas revenir en arrière, et 37% qui sont déjà dans une posture aussi de moi je suis prêt à transmettre, à partager, à témoigner de ce chemin, et parce que j'y ai trouvé du bon. Pour les personnes pas encore parties, les freins sont de nature, mais évidemment, on est sur un échantillon faible, qui pourrait être exploré à l'échelle de la population locale. Ça peut être le sentiment que c'est peut-être pas aux citoyens d'agir en premier. Ça peut être aussi le poids des habitudes. En termes de motivation, le fait d'être en capacité de mesurer les enjeux et de connaître, d'identifier les gestes utiles, en fait, sont des leviers de motivation possibles. Pour les gens déjà en chemin, ce qui est très intéressant, c'est que les motivations, elles sont ancrées sur des niveaux de motivation forts qui permettent d'inscrire dans le temps en fait, les gestes, à savoir on est plus motivé quand l'action qu'on entreprend répond à nos valeurs, donne du sens à notre vie, mais ça on le reverra tout à l'heure. La question du sentiment d'urgence, je vois que j'ai oublié une petite apostrophe, a été citée souvent. Donc l'urgence écologique, l'urgence climatique, l'urgence à agir, en tout cas il faut qu'on se bouge. Pour une partie d'entre vous, la question du budget se pose, ou en tout cas ça semble nécessaire de bouger pour des raisons aussi pratiques, ou de place, d'encombrement dans nos domiciles.
pour 18 réponses, il s'agissait de trouver du confort, du plaisir, une satisfaction personnelle. Je cite du coup la phrase d'un des participants qui évoquait le fait d'avoir le plaisir de participer l'impression de participer à quelque chose et de préparer un avenir meilleur aux enfants. Vos sources d'inspiration m'ont inspiré. C'était très, très, très riche pour un petit échantillon de personnes. Donc, je vous en remercie, puisque derrière la notion d'inspiration, il y avait aussi la générosité à partager ce qui vous donne des idées et ce qui vous aide en fait dans ce chemin-là. On voit bien qu'il y a différents leviers. La notion de l'entourage familial, amical, les collègues est hyper important. Le fait de faire comme quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui a déjà pris un peu le chemin et suivre le chemin, être accompagné, soutenu, c'est des vrais outils. La question de personnalité, alors on a du coup des personnalités internationales. Bea Johnson a été souvent citée, elle était d'ailleurs venue à Orléans il y a quelques années. La famille Presque Zéro Déchet, qui est aussi une référence en la matière. Un certain nombre d'autres auteurs, penseurs, philosophes, et puis des experts qu'on identifie aussi chez nous, en local. Et puis après, il y a la notion des groupes. Il y a des groupes de référence, à la fois c'est pareil en local et au national, qui sont des lieux, des ressources pour qui s'intéresse à ces thématiques-là. Après, évidemment, sur Internet, multitude d'informations, autant, peut-être plus d'ailleurs qu'à la télévision ou dans la presse. Mais en tout cas, il y a beaucoup de ressources qui existent pour entrer dans le sujet. Certains d'entre vous ont aussi évoqué des expériences qui ont pu être vues ailleurs. Et puis après, il se pose la question des méthodes, des produits ou des applications qui donnent un petit coup de main pour se lancer dans un geste. Donc on voit que dans ce domaine-là, de l'information transitant par les réseaux sociaux notamment, ou la presse, il y a beaucoup à dire. Et puis après, il y a la question des expériences vécues. Vous avez été plusieurs à évoquer le fait d'avoir participé à des ateliers, à des défis, à des événements type Disco Soup ou Reaper Café qui nous ont permis à la fois de vivre une expérience avec d'autres gens et de découvrir la réalité d'un geste. Donc, je pense que ces informations-là sont de nature à être utilisées, partagées dans le cadre des assises et peut-être ça peut être une piste de travail pour enrichir cette liste. Évidemment, vous pourrez rebondir tout à l'heure sur cette proposition. Je vous propose à présent de passer la main à Adeline Moriconi, donc notre habitante de référence qui nous a accompagnés la semaine dernière et qui nous expliquait comment elle gérait ses poubelles, nous posait des questions. Donc cette semaine, on va discuter avec elle sur comment elle vit cet objectif de réduction des déchets, en sachant qu'elle n'est pas une famille zéro déchet. Mais je la laisse présenter son expérience. Adeline, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, il faut que vous arrêtiez le partage pour que je puisse partager mon écran. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, normalement, vous voyez mon écran. C'est tout bon. C'est tout bon. Je vais donc, modestement faire une présentation de notre expérience, puisqu'on voit bien que finalement, Hélène a déjà dit beaucoup de choses. Vous êtes déjà vous-même sur un chemin. Donc, je ne vais faire finalement qu'illustrer en quelque sorte ce qui a pu être dit juste avant. Donc, déjà, juste présenter très brièvement notre famille. On est une famille de 3 avec une petite fille de 9 ans, un chat. Et comme je le disais, on est engagé dans cette
on est engagé pour la sauvegarde de notre planète depuis pas mal d'années, soucieux de ça, et plus particulièrement sur la réduction des déchets, essayer d'arrêter d'inonder notre planète de plastique et de déchets notamment. Alors, pour ce témoignage, je vous propose de repartir de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire on a appris combien en moyenne une personne de la métropole produisait de déchets, combien de kilos il y avait dans les différentes poubelles. Donc, l'idée, c'est de repartir de ces éléments-là. Donc voilà, là, j'ai fait un petit graphique qui permet de retracer déjà la poubelle verte. Si vous vous souvenez, en moyenne, il y avait 225 kilos de déchets par habitant en moyenne par an dans cette poubelle verte. Alors voilà, nous, comment est-ce qu'on essaye de la vider? Eh bien, comme ça a été dit encore une fois, pour réduire déjà les biodéchets, on composte évidemment. Alors là, c'est un petit compost parce qu'on a installé dans notre maison depuis pas si longtemps, donc pour le moment, on n'a pas eu le temps de fabriquer un gros compost. Et puis aussi, on cuisine des produits frais, notamment des légumes frais, locaux, qu'on achète en partie dans une AMAP. On évite le gaspillage alimentaire en évitant de remplir trop notre frigo et en vérifiant régulièrement les dates de péremption. Voilà, on privilégie ici, on achète des plats préparés parce que ça peut nous arriver, on va les acheter en bocaux, en verre, et puis comme c'est de longue conservation, on ne gaspille pas, on cuisine les restes, etc. Et puis, donc voilà, déjà, ça réduit pas mal la poubelle verte. Après, tout ce qui était en jaune ici, c'était, si vous vous rappelez, les papiers, emballages, verres et textiles qui pourraient être recyclés. Donc, voilà, nous, on essaye de bien trier, même si on n'est jamais à l'abri d'une éventuelle erreur. Mais globalement, ça permet de réduire déjà toute cette partie-là. Ensuite, il y avait les 29 kilos là, qui correspondaient à des textiles sanitaires, notamment les fameuses lingettes et les couches. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, nous, on est plutôt des utilisateurs de lavables, tout simplement, que ce soit les lingettes, alors les mouchoirs aussi, même si depuis la crise Covid, on a eu tendance à ressortir les mouchoirs jetables. Néanmoins, voilà, on n'est pas du tout sur des lingettes jetables, etc. Et on avait testé aussi les couches lavables, enfin testé, non, utilisé quasiment à 90% en tous les cas, les couches lavables pour notre fille. C'était une belle expérience et loin des peurs que ça peut des fois susciter. J'encourage vraiment les parents à se lancer dans l'expérience. Par contre, ce qui est certain, ce qui est facilitant, c'est que les deux parents soient motivés par cette expérience. Voilà, donc ça réduit sans doute pas complètement, il doit nous en rester quand même un peu, donc c'est pour ça que j'ai mis en pointillé. Ensuite, sur les autres déchets, là, on essaye de faire de notre mieux pour qu'il n'y en ait pas, mais il y en a toujours quand même un peu. Ce qu'on essaye de faire déjà, c'est de donner les objets qui peuvent être réutilisés, alors, notamment dans des boutiques de réemploi. Ça peut être, et pour ça, on essaye d'acheter à la source en fait des produits qui sont solides et durables. Ça évite de les jeter, donc éviter les jouets en plastique, éviter enfin, voilà, des ustensiles en plastique, etc. On essaye d'acheter plutôt solide. Ça se coûte parfois un peu plus cher, mais ça dure tellement plus longtemps et c'est tellement plus agréable à utiliser. Voilà, et puis aussi, on est des grands utilisateurs de la médiathèque et des ludothèques, ce qui évite les achats de CD, DVD et autres jouets. On emprunte aussi à des amis, ce qui permet de limiter à la source en partie. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas pour ça que notre poubelle elle sera complètement vide. Il y a encore des objets, notamment quand on est parent, des tubes de colle, des feutres, etc. Ça reste difficile de passer à côté. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout encore des zéro déchets. Ça, c'était la poubelle verte. Donc, on a essayé d'estimer, mais alors on n'a pas du tout quantifié. Donc, c'est une grosse approximation. 2 sacs de 30 litres par mois pour la famille, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient forcément lourds, parce que c'était souvent encore un peu certains objets qui n'étaient pas forcément lourds pour autant. Donc, je ne sais pas combien de kilos ça peut représenter.
Ensuite, on essaye de vider aussi la poubelle jaune et de limiter les apports en déchetterie. Donc, ça, c'était donc en moyenne 272 kg par personne et par an. Alors, nous, on essaye de limiter comment? Bah, déjà, les emballages, hein, comme ça a été cité, et je vais sans doute pas apprendre grand-chose à tout le monde, mais je les illustre quand même. Donc, évidemment, un stop pub sur la boîte aux lettres. Évidemment, plutôt de l'eau du robinet. On n'achète pas d'eau en bouteille, ni quasiment d'autres boissons en bouteille, ou en tout cas pas en bouteille en plastique. Ce sera des jus de fruits ou du vin, des bières en bouteille en verre. Pareil, on va privilégier les bocaux en verre pour tous les autres produits. Privilégier le vrac, même si on ne le fait pas à 100%, notamment déjà la boulangerie, ce qui permet de limiter les emballages. Acheter aussi des grosses quantités, ça limite, nous semble-t-il, les emballages. On fait aussi par nous-mêmes notre lessive, du déodorant. On ne fait pas encore le dentifrice, on n'a pas trouvé une alternative qui nous plaisait, mais des yaourts faits maison. Et puis, on achète plutôt des produits en format solide, notamment shampoing et savon. On n'a pas de produits en gel douche ou autre. Et le savon vaisselle, on en a trouvé un récemment qui nous plaisait très bien. Jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé. Et voilà, avec une petite brosse pour faciliter le nettoyage. Et puis, parfois, rarement, mais quand même encore de l'éco-recharge. Donc ça, c'était pour tous les emballages papier et plastique. Par contre, pour l'emballage verre, donc c'était les 24 kilos, et ben, comme je vous l'ai dit, on privilégie justement les emballages en verre parce que ça nous semble moins polluant que le plastique, mais notre presque gros désespoir, c'est qu'il n'y a pas de consigne de réemploi pour le verre, ce qui fait que on le met au verre et ça me fend le cœur à chaque fois de me dire que certains gros bocaux, comme ceux-là, des gros bocaux, finissent finalement cassés et vont être recyclés alors qu'ils pourraient être réemployés. Voilà pour ça. Ensuite, ce qui concerne la déchetterie, on a finalement assez peu d'apports et surtout, on essaye, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que d'amener en déchetterie, de les donner à des associations ou sinon on utilise ce qu'a présenté Hélène la semaine dernière, les espaces de réemploi sur un objet dans les déchetteries, ce qui permet de donner une deuxième vie. Par exemple, il y a 2 semaines, notre machine à laver nous a lâché, on a essayé de la réparer, on n'a pas réussi. Eh bien, on l'a amenée en vie, ce qui, on espère, pourra lui donner une deuxième vie ou en partie. Voilà sur ces éléments-là. Pour conclure, mais vous en êtes, je crois, convaincus au vu de ce que nous a présenté Hélène tout à l'heure, on est vraiment convaincus que la sobriété, ça rime avec la légèreté de nos poubelles et légèreté aussi de notre conscience, et puis au final de nos vies, puisque ça nous semble vraiment très important de prendre soin de la planète pour nous et pour nos enfants. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et pour ça, il faut à la base déjà acheter moins et mieux. Acheter moins, ça peut être sur beaucoup de choses. On pense souvent peut-être aux gros objets, moins s'équiper, mais c'est aussi finalement moins de vêtements. Personnellement, on n'a pas des très grosses garde-robes et on ne s'en porte pas forcément plus mal. C'est acheter moins aussi sur le quotidien. Finalement, on peut des fois manger un peu moins, mettre un peu moins de dentifrice sur notre brosse à dents, se laver les cheveux peut-être un peu moins souvent, etc. Je pense que c'est des petits gestes, mais qui peuvent au final vite avoir du sens. Surtout moins de superflu, évidemment. On essaye vraiment de porter ce message-là et notre fille en est pleinement convaincue aussi et je crois qu'elle n'en est pas du tout moins malheureuse. Et moins de cadeaux. C'était un peu l'actualité dernière. On essaye de privilégier des cadeaux immatériels. Cette année, ça a été plus que compliqué. Au vu de la situation, il n'y a pas beaucoup de spectacles à offrir, malheureusement. Du coup, on a décidé d'offrir à nos proches un don. C'est-à-dire que pour eux, on a fait un don à une association. Donc, leur cadeau, c'était juste que quelque part, ils avaient fait un don à travers nous. Voilà, on est vraiment encore sur un chemin, on est loin d'être allé au bout, mais on avance petit à petit et surtout, on est convaincu que réduire ses déchets, c'est aussi être plus heureux. Voilà pour ce témoignage.
Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Nous reprenons le fil. Et surtout, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez aussi intervenir et témoigner parmi les gestes que vous avez adoptés, peut-être faire un focus sur ceux qui vous paraissent les plus faciles et les plus efficaces. L'idée, ce n'est pas forcément de reciter tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui s'est dit, mais si vous voulez mettre un focus spécifique, c'est les plus efficaces et les plus faciles. À vous la parole. Eliane, pour commencer. Eliane. Oui, je voulais simplement déjà dire toute mon admiration à la famille Morricone pour tout ce qu'ils font. Je suis pas tout à fait d'accord, enfin, par rapport à moi, me dire un jour je serai zéro déchet, je serai jamais zéro déchet. Mais je pense que déjà être dans une tendance, moi je suis passée d'une levée par semaine ou par 15 jours à 4 levées par an, c'est déjà énorme. Lever de poubelle verte et lever de poubelle jaune, c'est déjà énorme. Juste un tout petit détail, Adeline, tu disais les bocaux, ça me fend le cœur de les jeter. Ça ne se jette pas les bocaux. Tu les mets sur le groupe Zéro Déchet. Dans le quart d'heure, il y a des gens qui se précipitent parce qu'ils en ont besoin. Moi, c'est ce que je fais. J'achète effectivement aussi, comme toi, uniquement en bocaux. J'en garde beaucoup qui me servent justement pour stocker d'autres produits. Et les petits bocaux un peu atypiques ou dont je ne me servirai pas, je fais une photo globale, je mets sur Don et Troc Zéro Déchet. Et la semaine dernière, quelqu'un est venu me chercher mon sac de bocaux, si bien que je ne jette plus jamais mes bocaux. Tu peux mettre le lien dans le chat le contact? Alors ça, non. Technoplouk, je vous rappelle. Donc, il ne faut rien me demander de ce côté-là. Il suffit d'aller sur Facebook, Don et Troc de la page le groupe Zéro Déchet. Et puis, il faut faire un post en disant, voilà, soit je troque, soit je donne des bocaux. Qui en aurait besoin? Si ça ne marche pas sur le groupe Don et Troc Zéro Déchet, ça marche sur Se rendre service pour Orléanais. Les 2 pages, tu mets ça dessus, tu es sûr que tes bocaux vont partir. Très bien, merci de ce témoignage. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eliane. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient développer un petit peu ou effectivement préciser des gestes qui leur semblent particulièrement faciles, efficaces et à disposition pour chacun qui voudrait tester, se lancer? Un petit usage complémentaire pour les bocaux. En fait, moi, je m'en sers pour congeler des produits, tout simplement. Ça passe très bien au congélateur et c'est très pratique. Ça fait des petits contenants divers et variés pour gérer les restes et avoir le plaisir finalement de les ressortir dans un contenant agréable et loin du plastique. Merci beaucoup pour cette idée. Si vous voulez bien, nous sommes ici des gens qui sont motivés. Mais il serait peut-être nécessaire de résumer tout ça pour informer toute la population finalement de tout ce qu'on peut faire avec les différents déchets. Et je pense que l'information serait très importante pour pouvoir que tout le monde puisse avancer dans ce domaine. Vous avez tout à fait raison. Et du coup, employons, si vous regardez, on a sur le site internet de la métropole une page consacrée à la réduction des déchets qui donne un certain nombre d'informations. Mais c'est vrai que du coup, là, les assises peuvent nous donner l'occasion de doper justement, d'améliorer la visibilité de la communication et surtout d'enrichir des idées qui auront été partagées. Vous avez tout à fait raison, monsieur. J'ai une question. Oui, j'ai une question dans la même ligne, mais un peu différente, à savoir que, comme vous le disiez, pour les gens convaincus, il s'agit de faire tout et même un peu plus que tout ce qu'ils font. Par contre, pour des gens qui n'ont pas de pratique, ni nécessairement de volonté au départ,
quelles seraient, par exemple, les cinq premières choses à faire? Enfin, vous voyez, est-ce qu'on peut hiérarchiser en fonction de l'impact que ça a sur les déchets? S'il y a une seule chose à faire, c'est celle-là. S'il y en a 3, c'est celle-là. S'il y en a 10, c'est celle-là. Et ça permet aux gens de rentrer, non pas devant quelque chose qui est un peu… Enfin, vous m'avez compris. Oui, oui, bien sûr. C'est Oui, vrai. vous avez tout à fait raison. On est bien dans une logique aussi de valoriser plutôt le pas à pas que d'avoir tout de suite un objectif qui serait celui d'être zéro déchet, comme le disait Eliane. En même temps, le plus facile et le plus efficace. Donc, si c'est facile et efficace tout de suite, si c'est difficile et efficace peut-être plus tard, et si c'est facile et pas très efficace peut-être quand même dès le début. C'est une bonne clé d'entrée. Merci bien. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? Mathieu et Eliane encore. Mathieu, souhaitez-nous? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi, je voulais parler rapidement de la poubelle jaune, effectivement, que j'utilise beaucoup et de plus en plus depuis toujours, en étant des fois un petit peu réticent à mettre certaines choses dedans, je dois bien dire, et en m'interrogeant toujours un petit peu sur le fait que certes, on trie, mais est-ce que trier veut dire recycler et veut dire également limiter l'impact? Ce qui donc sur un certain nombre de choses qu'on met dans ces poubelles jaunes m'interroge. Et puis je voulais juste en profiter pendant que j'ai la parole. Je suis allé il n'y a pas longtemps sur la plateforme France Université Numérique, que vous connaissez peut-être, qui propose des cours en ligne gratuits, et sur lesquels il y a un cours qui va commencer bientôt sur la politique publique de gestion des déchets. Et également un autre module qui peut intéresser certainement des gens présents ce soir, qui s'intéresse à la durabilité forte. Voilà, entre autres modules intéressants dans nos thématiques. Merci. Merci pour ces repérages et ces partages. Et pour répondre peut-être en quelques mots sur la poubelle jaune, oui, on essaie de faire trier toujours plus. Oui, les filières de recyclage, je l'avais un peu dit la dernière fois, sont aussi en cours de développement pour certains produits. Donc, effectivement, ça reste pas complètement satisfaisant parce que l'intégralité de ce qui sera mis dans la poubelle jaune ne sera pas strictement recyclé. Il faut le reconnaître. Voilà. Mais on tend quand même, avec le développement des filières, à aller toujours plus loin dans cette logique de recyclage. Marlène qui a levé la main. Marlène, vous avez la parole. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que disait Christian, parce que alors moi, je suis motivée, mais pas encore du tout au point sur le recyclage des déchets. J'utilise bien ma poubelle jaune, le verre, enfin vraiment les bases. Là, j'essaye de faire quelques petites choses. Donc, on n'est pas tous encore… Voilà, moi, je découvre plein de choses. Donc, le témoignage qu'on a vu, par exemple, alors pour moi, c'est beaucoup trop hein, d'un coup. Mais j'ai trouvé ça très intéressant quand même. Et puis, il y a des idées. Voilà, j'avais une question quand même. C'était pourquoi les bocaux plus que les conserves? Puisque les conserves, on les met aussi dans la poubelle jaune. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que s'adressait la question ou Oui. si c'est à moi. Alors, en fait, personnellement, je trouve que le verre est aussi plus stable que les conserves, surtout que, peut-être c'est pas du tout exact ce que je vais dire, mais il me semblait avoir lu aussi que il y avait des sortes de plastique un peu à l'intérieur, enfin je sais pas, en tous les cas, je trouve que c'est beaucoup plus sain le verre. Et puis aussi, vous allez peut-être me contredire Thibaut et Hélène, mais je crois que ça se recycle aussi beaucoup mieux et surtout ça se réemploie beaucoup mieux. Donc, surtout avec les idées qu'on m'a données tout à l'heure, je vais enfin ne plus mettre mes bocaux en verre à la poubelle, mais du coup pouvoir les redonner, alors qu'avec des conserves, on ne pourrait pas. Merci. Voilà. Mais c'est une modeste réponse, hein, c'est peut-être pas la même. Oui, mais on peut confirmer que sur le cycle, en tout cas de recyclage, on dit souvent que le verre, c'est à l'infini, c'est peut-être excessif, mais dans tous les cas, on peut aller refaire du calcin avec du verre. Alors qu'effectivement, sur l'acier, on n'est pas sur la même logique d'infini et à un moment donné, il y a une limite à la réutilisation de toute façon. Donc, effectivement, la vertu du verre et des bocaux semble bien là par rapport au conserve. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? Oui. Eliane, à toi la parole. Oui. Alors, moi, je voulais repartir de ce qu'a dit Christian et puis ce qu'a dit Marlène, ça va aller dans le sens de ce que je voulais dire. La notion de facilité,
elle est très, très relative. Moi, je le vois pour être beaucoup sur la page du groupe Zéro Déchet. Ce qui semble facile à l'un n'est pas du tout facile pour l'autre, parce que ça dépend de tout un tas de facteurs. Selon que l'on est seul, qu'on est en couple, qu'on a beaucoup d'enfants, qu'on habite en ville, qu'on habite en zone plus rurale, etc., les gestes qui sont à mettre en œuvre, et puis il y a aussi nos freins personnels, sont très différents d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont commencer par, je ne sais pas, par exemple, qui vont dire, moi, je vais faire pièce par pièce, qui vont commencer par la cuisine et puis qui vont finir par la salle de bain. Il y a des gens qui vont commencer par l'histoire des courses, etc. Et je ne pense pas qu'un geste, je comprends très bien ce que voulait dire Christian, hein, c'est intéressant, mais je ne pense pas qu'un geste soit plus facile qu'un autre selon sa personnalité et tout un tas de facteurs autour. Donc, je crois qu'il faut simplement se demander, moi j'ai commencé en me disant, voyons, qu'est-ce qui ne va pas être compliqué pour moi, là, dans l'immédiat, et je ne suis pas sûre que ce que j'ai mis en œuvre en premier soit ce qu'un d'autre mettrait en œuvre. Donc, la notion de facilité, oui, mais je ne crois pas qu'elle soit universelle. Si je peux compléter, je pense qu'effectivement, il faut commencer par un geste, puis un autre, et puis progressivement, ça avance. Moi, là, ce que je vous ai présenté, c'est aussi des pratiques qui sont mises en place au fur et à mesure. Donc, il faut piocher dans les idées qui ont été présentées précédemment aussi dans le questionnaire, par exemple, et puis se dire, bah, voilà, je vais commencer par celui-là. Je vous propose du coup une dernière intervention, puis après nous continuerons. Monsieur Montigny, à vous la parole. Oui, je suis un peu buveur de bière devant l'Éternel et des bières locales, entre autres. Et j'avais échangé avec un des producteurs locaux et je lui avais demandé, parce qu'au départ, ils en vendaient à l'éco-bocal, par exemple, j'avais l'habitude de ramener les bouteilles vides. Puis, en fin de compte, ces producteurs locaux n'ont pas le temps matériel, parce que ça nécessite de nettoyer la bouteille, etc. Et puis, de toute façon, ce n'est pas infini, hein, on peut la recycler, enfin la réutiliser 3 fois, 4 fois dans le meilleur des cas. Et donc, individuellement, ils n'ont pas la capacité d'acquérir du matériel pour nettoyer, etc. Et bon, bref, c'est compliqué. Par contre, on peut imaginer qu'à l'échelon d'une métropole, on puisse mettre en place un service payant. Chacun payera sur chaque bouteille quelques centimes pour financer le service, qui serait mutualisé à l'échelon de tous les producteurs locaux, pas forcément que de bière, du reste, il y a des producteurs de jus de poire, de jus de pomme, etc. Enfin, il y a peut-être une idée à creuser, qui sera une petite activité économique, bien sûr, mais surtout une activité qui permettra, en mettant en place un système logistique aussi pour récupérer ces bouteilles, les emmener, les nettoyer, etc. Mais je pense que ce n'est pas impossible, puisque je commence à être très, très vieux. Donc, quand j'étais gamin, on ramenait même les pots de yaourt Danone à l'épicerie, tout était consigné, quoi. Et en Allemagne, aujourd'hui, quand on achète de la bière, on ramène son casier avec ses bouteilles vides et on reprend le casier plein parce qu'elles sont consignées, réutilisées plusieurs fois, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas impossible. Par contre, il y a un grand retour en arrière et une chaîne logistique à remettre en œuvre, ça déjà au niveau local, puis au niveau national et puis général, il n'y aura que des moyens coercitifs envers les producteurs, les industriels, qui les obligeront à faire machine arrière et à remettre en place toute cette chaîne logistique qui n'existe plus depuis des décennies. Donc, ça va… Okay. Bon, très bien, merci Léon. On retient l'idée, bien sûr, elle a déjà surgi à plusieurs reprises. Ça existe d'ailleurs sur certaines zones en local et ça fera très certainement partie des idées. J'espère bien qu'on pourra l'inaugurer autour d'une bière, si je puis dire. Mais bon, effectivement, c'est une idée qui plaît et je pense qu'il revient beaucoup. On va du coup enchaîner avec la suite et puis on vous donnera la parole. Un petit… Pardon, J'aurais un complément simplement. Est-ce qu'on peut vous mettre en suspens, parce que si on veut tenir les timings, il faut qu'on coupe. Mais on vous récupère à la fin. N'hésitez pas. Comme il y a eu une réponse à ma question et que je n'ai pas réagi, on vous le donnera tout à l'heure. Je passe. Alors, par le chat. C'est parti. On voulait compléter le propos qu'on a eu jusqu'à maintenant avec quelques idées clés sur l'éco-consommation. Alors, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc
voilà, je vais peut-être faire assez vite sur ces quelques notions, mais c'est important peut-être parce qu'on l'a vu, il y a à la fois de l'expertise parmi vous, mais Marlène a reconnu un peu aussi sa découverte, donc c'est l'idée de les repartager. Et vraiment ressouligner le fait qu'en termes d'éco-consommation, quand on parle de ça, on a vraiment, c'est le verbe agir qu'il faut garder en tête, on a vraiment un pouvoir d'action, qu'il soit au travers du porte-monnaie, au travers de sa réflexion, au travers de sa capacité d'action. On doit, en tous les cas, on peut agir. Et si vous vous rappelez du petit schéma d'Hélène avec l'échelle et l'échelon individuel, et ben notre action, déjà à titre individuel, c'est les premiers barreaux de l'échelle. Donc, j'allais dire, si on ne veut pas trop se casser la figure, on peut jouer ce rôle-là. Donc là, on vous a remis un peu quelques notions qui tournent autour de cette famille consomme-acteur. Et puis, au-delà de l'individu, il y a aussi un certain nombre de communautés, dont un certain nombre parmi vous sont, qui peuvent accompagner ces démarches. Autre élément en termes de réflexion dès qu'on est sur l'éco-consommation, qu'on ait besoin de satisfaire un besoin, une envie. On vous a mis un petit diagramme que vous pourrez regarder plus en détail, mais c'est surtout que ça montre un peu tout le questionnement qu'on peut avoir avant de se résoudre éventuellement à être sur un achat vraiment d'un produit neuf. Il y a plein de chemins différents à emprunter et plein de questionnements qui ne sont pas forcément si compliqués. Voilà, pour qualifier et nous orienter, et on peut régulièrement du coup aller vers la location, vers la réparation, vers l'emprunt, enfin bref, autant de notions qui peuvent être préalables à l'acte d'achat de neuf. Et puis aussi en termes d'éléments clés, alors ça revient souvent pour ceux qui sont sur ces notions-là. Alors par le passé, des fois on parlait que de 3 R, et puis au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est le besoin ou l'envie d'R, en tous les cas, on voit que les notions de R, avec ces premières lettres de ces différents mots, revient, mais ça permet aussi de marquer un peu les gestes et la façon dont on peut agir. Donc on en a déjà évoqué beaucoup au travers des illustrations et du témoignage d'Adeline tout à l'heure. Mais il y a le volet refusé, avec ce qu'on n'a pas besoin forcément, ce qu'on peut éviter clairement. Donc là, on est aussi dans le choix d'achat. Ce qu'on peut réduire, puisqu'on on peut se débarrasser comme il faut du superflu et aller un peu plus à l'essentiel. La notion de réemploi et de réutilisation, donc on l'a aussi beaucoup utilisé, mais le fait de choisir, de prêter, de donner, on l'a retrouvé aussi dans beaucoup d'exemples précédemment. Alors, le volet recyclé, moi, je le mettrai en dernier sur ce R-là. D'abord, le redonner à la terre. Donc là, ça va renvoyer à tout le volet biodéchets, matières organiques, compost et tout ce qu'on avait pu évoquer dernièrement, mais encore là dans le témoignage tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le R de recycler qui complète aussi ce schéma-là. Voilà, et puis ce qu'on vous invite aussi à faire, puisque ça sera parmi les ressources qui vont être mises en ligne dès la fin de cette semaine, dès le début de la prochaine, il y a beaucoup de ressources qui seront mises en ligne sur la plateforme, et ça permettra d'aller sur les notions qu'on évoque là encore plus loin. Donc il y a tout ce qu'on a pu évoquer en termes de consomme-acteur, en tout cas comment on peut faire ses courses différemment, mais il y aura aussi d'autres éléments qui viendront vous aider, vous accompagner sur tout le volet lutte contre le gaspillage alimentaire ou sur tout le volet allongement de la durée de vie des objets. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller consulter toutes ces ressources, même si, suivant là où vous en êtes sur ce chemin, mais ça peut vraiment vous guider et vous aider à aller plus loin dans ces démarches. Merci Thibaut. À toi, Hélène. Donc, je reprends la main pour explorer un petit peu aussi la question du changement. On a parlé de chemin, on a parlé de pas à pas, et en fait, on souhaitait partager avec vous quelques éléments pour mieux décrypter ce qui se passe quand on cherche à changer. Alors, qu'on cherche je sais pas, à arrêter de fumer, à prendre son vélo plus souvent ou à réduire le poids de sa poubelle. En fait, dans tous les cas, il y a en fait un chemin à découvrir. On n'est pas sur un passage du jour au lendemain entre une habitude et une autre. C'est le schéma qui vous est présenté à droite. Là, en fait, il est adapté
de ce qui se passe dans le processus de deuil, de maladie, où il y a différentes phases par lesquelles on passe, et on s'est rendu compte que c'est ce qui se passait aussi quand on cherchait à changer certaines de ses habitudes. Et donc, il y a toute une phase où on se dit, oh là là, c'est dur, c'est trop grand pour moi, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment faire. Et puis, il y a une phase où on reprend un petit peu la main pour qu'on soit un petit peu informé, qu'on ait trouvé, identifié les ressources à mobiliser. On peut commencer à se dire, voilà, on m'a parlé de ça, est-ce que moi, je pourrais le faire et comment je pourrais le faire pour rebondir sur ce que disait Eliane. Chacun va peut-être choisir des gestes différents, un rythme différent, des modalités de mise en œuvre différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à se mettre dans une posture de test ou d'expérimentation, parfois on réussit, parfois on échoue et on va chercher autre chose. C'est ce qu'évoquait aussi Adeline avec sa question de dentifrice. Elle n'a pas encore trouvé la bonne formule, mais elle a trouvé la bonne formule pour le savon vaisselle. Enfin, du coup, il y a une phase un peu de recherche, de tâtonnement qu'il faut savoir accepter et vivre jusqu'à trouver le truc qui nous convient et qui apporte un vrai plus par rapport à l'habitude précédente. Jusqu'à ce qu'on puisse se dire, moi, j'ai intégré ça dans mon quotidien et je ne reviendrai plus en arrière et je le ferai désormais systématiquement. Ce qui fait dire à beaucoup de gens qui ont, par exemple, adopté le compostage, on est nombreux là, dans l'équipe à le pratiquer comme ça, à être bien en peine quand on n'a plus la possibilité de trier nos déchets. Donc finalement, on voit qu'il y a certaines habitudes, quand elles ont suivi ce chemin-là, elles sont bien ancrées chez nous. Il est difficile de revenir en arrière. Ce que ce schéma montre aussi, c'est qu'on est tous différents et donc on est peut-être à des stades différents en fait sur ce chemin. Il y a des gens qui vont d'abord dire, voilà, moi c'est pas possible, je suis en colère, et puis il y a des gens qui disent, moi je suis prêt à passer à un autre défi et à découvrir un autre geste. Donc soyons conscients de n'être, personnellement d'être en chemin, 2, que ça prend du temps, et 3, qu'on n'en est pas tous au même stade. A été posée par Jean Gilbert la question des freins et des motivations, et c'est un point sur lequel le questionnaire de préparation aussi vous interpellait. Dans les freins, il faut sentir comme ils peuvent être lourds et en fait constitués de nos habitudes, de notre éducation, de nos croyances, d'avoir l'impression d'être dépassé par l'immensité du défi, des enjeux. De se dire, au final, moi, par exemple, je trie déjà, mais pourquoi aller plus loin, aller chercher plus loin? C'est ce qu'on appelle l'effet de gel. Et des fois, on peut se retrouver avec des conflits de valeurs. C'est la question, par exemple, là, de pourquoi j'utiliserais plutôt des conserves en métal plutôt que des bocaux en verre. Derrière ça, on peut se dire, moi, je préfère économiser l'eau alors que l'autre va chercher à réduire le poids de sa poubelle. Et là, on peut se retrouver des fois dans des situations un petit peu désagréables, puisqu'on ne sait plus très bien ce qui doit nous guider. Mais dans ce qui doit nous guider, et c'est ce que révélait bien le questionnaire auquel vous avez pour certains participé, c'est qu'il y a différents niveaux c'est notre motivation. Et en fait, on en a différents niveaux. La plus pénible, ça serait celle de la contrainte ou celle de, c'est devenu obligatoire, c'est la loi qui nous impose de. Et là, on se retrouve à être tiré, poussé un peu contre notre gré sur le chemin du changement. En général, ça crée de la résistance. Par contre, un niveau supérieur, c'est peut-être qu'est-ce que je risque à ne pas changer. On a beaucoup en ce moment de discours sur la question du dérèglement climatique. On risque des choses aujourd'hui à ne pas changer nos habitudes. Donc c'est à ce niveau-là aujourd'hui qu'on nous parle beaucoup. Mais peut-être qu'on peut essayer de tirer un petit peu le fil et trouver quels bénéfices personnels d'organisation, de confort, de retrouver de l'autonomie, le plaisir de découvrir des savoir-faire ou redécouvrir des savoir-faire, quels bénéfices personnels on peut trouver, gagner justement à changer. Et puis le Graal de la motivation, c'est nos idéaux, nos valeurs et ce qui donne du sens à notre vie, ce qui a été évoqué dans vos réponses au questionnaire. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, quand on ancre son envie de changer au niveau des idéaux, des valeurs ou du sens,
eh ben, on a plus de chances de tenir longtemps, d'aller loin. Alors qu'effectivement, quand on est poussé par la contrainte, bah, c'est un peu plus chaotique. Ces éléments-là, c'est pour ça que je l'ai indiqué dans la diapositive, sont le fruit d'une formation proposée par l'ADEME autour de l'accompagnement du changement. Et ce qui montre en fait que des disciplines nouvelles apparaissent, et donc la sociologie, les sciences comportementales, cognitives, amènent en fait des informations, des outils pour amener les gens à changer. Après, la plus grande difficulté devant laquelle nous sommes aujourd'hui, nous, collectivités, nous, conseillers, institutions, etc., c'est d'intégrer ça dans une façon de communiquer vers les habitants. Mais à l'échelle individuelle, en avoir déjà connaissance peut être un outil précieux. Voilà, on partage avec vous ce soir et l'objectif, c'est d'emmener aussi ces concepts de plus en plus loin, de s'en inspirer. Se pose aussi la question de notre capacité d'action. On voit bien que quand on se sent petit, démuni, pas armé pour faire, c'est difficile de changer, de bouger. Par contre, quand on a identifié la zone dans laquelle on a du pouvoir, on a la main sur les outils, sur les gens, sur un contexte particulier, tout peut changer. Je commence à pouvoir expérimenter quelque chose et me sentir en puissance, en capacité de. J'ai le droit de le faire. Et du coup, c'est intéressant aussi de percevoir ça pour ne pas se laisser déborder par l'idée de quand on réduit ses déchets, on cherche à sauver le monde. Au final, nous, chacun tout seul, c'est pas possible. La réalité, c'est bien celle-là. Par contre, on a tous notre zone d'action juste. C'est celle, qu'est-ce que je fais moi dans ma famille, qu'est-ce que je fais dans l'asso dans laquelle je suis, qu'est-ce que je fais dans mon service, qu'est-ce que je fais là, voilà, où est-ce que je vis moi et sur quoi je peux bouger des choses. Donc ça, c'est un élément qui semble aussi important à partager. Et du coup, à vous la parole. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Voyez-vous d'autres éléments qui pourraient être utiles au groupe? À vous la parole. Si vous voulez bien, il y a aussi une question d'éducation. Et je pense que, par exemple, pour lutter contre les décharges sauvages et la pollution dans nos rues, au lieu de donner une amende à ces personnes, il serait peut-être bon de faire des sortes de travaux d'intérêt écologique, c'est-à-dire une journée de formation comme on fait pour les permis, pour récupérer les points, et une journée d'action d'aller ramasser justement tous ces déchets dans nos rues, qui seraient évidemment pilotés par des responsables, disons, ou des associations qui s'occupent déjà de ramasser les déchets dans nos rues. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça se fait dans le domaine judiciaire. Il y a des personnes qui sont condamnées à des travaux d'intérêt généraux, qui sont mis en relation avec des associations et qui sont parfois sur le terrain pour effectivement faire des ramassages de déchets sur le domaine public. Après, souvent, le plus difficile sur les dépôts sauvages que vous évoquez, c'est le flagrant délit et c'est d'arriver à identifier la personne qui est à l'origine du dépôt. Mais quand on l'a, on peut avoir différentes façons de sanctionner, entre guillemets, et donc celle que vous suggérez, effectivement, pourrait peut-être être plus utilisée, oui. D'autres remarques? Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer, sachant que nous sommes pile dans le timing? Marlène. Marlène, à toi la parole. Oui, moi, je trouve aussi que, alors là, je parle vraiment à titre personnel. En fait, moi, je me pose souvent beaucoup de questions parce que je me suis posé la question de faire mes courses. Alors, moi, en plus, je déteste faire les courses, toutes les courses, même les soldes. Et donc, je fais des drives. Et je me suis posé la question quand même d'essayer de faire de l'épicerie en vrac. Mais moi, le drive, il est vraiment juste à côté de chez moi. Et je me suis dit, mais est-ce que prendre ma voiture, faire plus de kilomètres, est-ce que c'est vraiment bien de changer
c'est comme ça, en fait. C'est des questions que je me pose. C'est pareil sur tout ce qui devient véhicule électrique, enfin les centrales nucléaires, celles qui fournissent la majorité de l'électricité, que ce soit les trottinettes, toutes ces choses-là. Enfin, ça me fait poser beaucoup de questions, en fait, et ça m'empêche de passer le pas. Souvent, peut-être que je me questionne peut-être trop, mais souvent, c'est ça qui me freine aussi parce que je ne trouve pas de réponse, en fait, à toutes ces questions que je me dis, mais si je change, est-ce que c'est vraiment pour faire mieux? C'est une bonne question. Après, nous, là-dessus, on n'aura pas de réponse voilà, hyper individualisée à donner. Après, la question du drive, s'il est juste à côté, c'est pratique. En sortant du bureau, on est débordé. Bon, bah, on peut comprendre qu'aujourd'hui, ce soit ça le plan. Il y a peut-être du coup d'autres domaines dans lesquels bah, tu peux faire un test, une expérimentation autour, par exemple, du réemploi bah, des objets devenus inutiles à la maison, les vêtements des enfants. Enfin, du coup, c'est peut-être pas sur l'acte des courses du quotidien. Oui. Il y a quelque chose à explorer, ou en tout cas tout de suite. Après, il faut aussi que nos vies restent vivables, alors qu'on est déjà dans un contexte qui les rend compliqués. Donc, l'objectif, c'est pas non plus voilà. Alors, la question, c'était même pas la praticité, en fait. C'était est-ce que ça vaut le coup d'aller plus utiliser la voiture et donc de créer plus de pollution pour faire les courses mieux? C'est la question après aussi de ce qu'on a évoqué la fois précédente, c'est l'analyse du cycle de vie du produit. Et dans l'analyse du cycle de vie du produit, on prend en compte aussi le fait de son usage au quotidien. Donc, des études, par exemple, ont été faites sur les couches lavables versus les couches durables. Et ben, au final, le match, il est à peu près gagnant-gagnant au global, mais les gains d'un système ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, les gains ne sont pas les mêmes. Et du coup, le critère de choix va se faire, par exemple, pour les couches lavables, plutôt pour la santé du bébé, parce qu'il sera moins exposé à des produits qui sont aujourd'hui contenus dans les couches jetables. Finalement, qu'est-ce que j'y gagne? Il faut aller gratter un peu voilà, les arguments. Et c'est vrai que ça demande un effort d'information, de décodage pour pouvoir faire son choix. Mais au final, c'est bien le tien et il t'appartient et tu es souveraine pour le faire là où tu as envie de le faire. C'est important. Oui, c'est plus pour, voilà, dans les freins qu'on peut avoir à changer, en fait. Voilà, moi, c'est mes freins, c'est ça. D'accord. Du coup, nous sommes pile à l'heure. Je vous propose qu'on se dirige doucement vers la fin de ce rendez-vous. Cette dernière diapo, enfin avant-dernière, vous montre qu'en fait, on a aujourd'hui parlé de l'action individuelle. Une publication qui sera mise d'ailleurs en ligne dans les ressources nous dit que même si on était tous hyper actifs, engagés, etc., on ne serait encore pas à la hauteur des efforts et de l'enjeu en fait qui est devant nous. Et se pose la question de comment on emmène maintenant la sphère du collectif, donc les organisations, les entreprises, les collectivités, les assos, les groupes d'habitants, pour pouvoir entraîner en fait le système. Parce que si on ne parle qu'à l'échelle des efforts individuels, on voit qu'ils sont difficiles à engager, deux, à maintenir, on tâtonne un peu. Donc, il est temps de passer à l'échelle du dessus, à savoir celle du collectif. Donc, ça sera l'objet de la séance de la semaine prochaine. Donc, en attendant, vous allez retrouver rapidement des ressources qui seront mises en ligne et donc qui vont vous permettre d'explorer les sujets du jour. Comment être consommateur, gérer mieux ses biodéchets et puis allonger la durée de vie des objets. On vous renvoie aussi un questionnaire pour préparer la séquence suivante. Je vous invite encore une fois à y répondre parce que ça vous permet, vous, de vous questionner sur le sujet, de voir où vous en êtes. Et puis nous, ça nous permet de prendre un petit peu la température. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un après-midi, donc un seul rendez-vous, organisé sous la forme d'une table ronde. On reprendra les 3 thèmes que j'ai évoqués là, mais cette fois-ci dans le cadre du collectif, des institutions, des entreprises. Et donc, nous donnerons la parole à des acteurs locaux en majorité, mais quelques experts qui nous expliqueront, qui illustreront en fait ce qu'on peut faire à l'échelle d'une organisation.
Voilà, nous en avons fini. Vanessa, je vous propose le mot de la fin. Et puis, nous vous souhaitons en tout cas une bonne soirée. Merci encore à tous pour votre participation sur ce temps. On voit bien qu'il y a énormément de choses qui sont évidemment possibles à faire à l'échelle individuelle, qu'on a évidemment tous un pouvoir d'agir. Je retiendrai effectivement qu'on n'a pas forcément vocation effectivement à atteindre cet objectif, en tout cas d'aller vers le zéro déchet. Je crois que ce serait effectivement mettre une pression énorme sur les individus. On a vu effectivement les craintes et les interrogations que les uns et les autres, parce que je me mets évidemment dedans, se posent. Et les contraintes sont différentes pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il faut qu'on arrive, en tout cas, et ce sera le but après le temps des assises, comme ça a été dit, à améliorer notre communication pour toucher le plus grand nombre de personnes, pour leur offrir en tout cas la palette d'outils et la palette de possibilités qui s'offrent à eux pour rentrer déjà dans la démarche de réduction des déchets sans aller vraiment à se dire je vais tout réduire, parce que là on risque effectivement de toute manière de ne pas faire adhérer et d'en perdre. Et qu'il faut absolument en terminer avec la culpabilisation qui revient régulièrement, mais plutôt passer de la culpabilisation à la responsabilisation individuelle et collective. Et le collectif, on le verra tout à l'heure sur la dernière, en tout cas une des dernières diapos, on voit bien que quand bien même on s'y mettrait tous, ça ne suffirait pas. Et il faut que, bien entendu, l'ensemble des partenaires soient partie prenante, collectivité en premier lieu. Donc, il y aura un travail, là aussi, on le sait, énorme pour engager encore plus les collectivités dans l'exemplarité. Si on veut effectivement faire en sorte que l'ensemble des habitants, vous, ici, vous êtes évidemment tous convaincus, mais il y a encore plein de personnes qui, de toute façon, pris par des contraintes diverses, sociales, économiques, ne sont pas, en tout cas, n'ont pas l'esprit à se mettre, en tout cas, à ces questions liées à la réduction des déchets. Donc, on aura effectivement énormément de communication à faire pour partager les idées, valoriser les éco-gestes, déculpabiliser au maximum et être inventif. Alors, vous l'êtes déjà, certains, il y a des groupes qui fonctionnent très bien et qui emmènent des collectifs d'habitants pour faire sur les territoires. Il faudra aussi qu'on soit en capacité d'aider les collectifs pour continuer à mettre en place en tout cas ces actions sur le territoire, mais aussi aller au-devant des habitants, parce qu'un habitant qui habite dans un collectif et un qui habite dans une maison individuelle, évidemment les éco-gestes ne seront évidemment pas les mêmes. Et on peut effectivement orienter en tout cas et être présent pour leur dire ce qu'ils peuvent faire, même un tout petit, ce sera déjà ça. Et lever évidemment un maximum de contraintes. Je retiendrai la nécessaire éducation. Là, on a évidemment, je crois en tout cas déjà des jeunes qui sont beaucoup plus engagés, qui ont déjà beaucoup plus en tout cas la question de l'avenir de leur planète à l'esprit. On le voit bien sur les actions qui sont proposées par les écoles, par les collèges, par les lycées. Et je crois qu'il faut que clairement on s'en saisisse pour amener encore plus d'idées pour ces jeunes, pour qu'ils soient pleinement responsables, citoyens de demain. Voilà. Et donc demain, je ne serai pas là, mais Hélène, Thibaut et peut-être Adeline seront évidemment présents pour le même temps, mais la deuxième séance. Et puis, en tout cas, je vous redis merci à tous en espérant vous revoir la semaine prochaine. Merci. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. À toutes. Et vous retrouverez donc l'enregistrement sur la page ressources de la page déchets des assises. Nous vous souhaitons une bonne soirée et merci à nos modérateurs. Encore une fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.